À Porto Rico, des militants violents assassinent un policier. Ils tirent ensuite sur un autobus rempli d'employés de la marine et ouvrent le feu sur des marins américains en pleine rue. Ces meurtriers sans pitié ont juré de se battre jusqu'à la mort. Le FBI devra utiliser toutes les tactiques à sa disposition pour traquer ces terroristes et mettre un terme définitif à cette révolte au paradis. Dans l'île de Porto Rico aux Caraïbes vivent 3 millions de citoyens américains et une poignée de terroristes anti-américains. Le 24 août 1978, 2 patrouilleurs de la police portoricaine tombèrent sur ce qui semblait être un couple en panne. Ils s'arrêtèrent pour les aider. Quand, tout à coup, 3 hommes lourdement armés se précipitèrent sur eux. Un des patrouilleurs tenta de brandir son arme, mais il fut aussitôt abattu. L'autre patrouilleur se rendit aux assaillants qui le forcèrent à entrer dans les bois et à ôter son uniforme. Ils l'attachèrent ensuite à un arbre à l'aide de ses propres menottes. Sur la route, le couple tenta de maquiller la voiture de patrouille pour pouvoir la conduire à un endroit secret. Mais avant d'avoir terminé, ils virent des phares approcher. L'homme montra l'insigne du policier mort au conducteur et lui ordonna de poursuivre sa route en déclarant qu'il s'agissait d'une affaire qui concernait exclusivement les policiers. Les hommes à bord de la voiture répondirent alors qu'ils faisaient partie de la police secrète et ils proposèrent de l'aider. Quand l'homme insista pour qu'il quitte les lieux, ils commencèrent à avoir des soupçons à son sujet. Après s'être éloignés à une distance sécuritaire, ils demandèrent des renforts par radio. Ils prirent ensuite leurs armes et retournèrent auprès des suspects. À leur arrivée, ils ne trouvèrent personne. Pour éviter une embuscade, ils vérifièrent soigneusement les lieux. Ils trouvèrent alors le patrouilleur attaché à un arbre et le corps de son collègue. 5 jours plus tard, un groupe terroriste jusque-là inconnu revendiqua la responsabilité de cette attaque. Comme il s'agissait d'un crime commis par un groupe terroriste, l'enquête fut confiée au FBI, dont les bureaux sont situés à San Juan. Les agents analysèrent la lettre envoyée par les terroristes aux médias qui contenait un diagramme décrivant les événements. Selon le groupe, les patrouilleurs avaient été agressifs, forçant ainsi les terroristes à tuer l'un d'eux. L'agent spécial Rick Hahn du FBI. On a trouvé très étrange qu'il revendique la responsabilité de ce crime, d'autant plus qu'un policier avait été tué. Mais le communiqué était très détaillé et il incluait un graphique montrant comment les événements s'étaient déroulés, selon eux. Je crois qu'ils éprouvaient le besoin de justifier le fait qu'un policier avait été abattu. Ce nouveau groupe terroriste se faisait appeler l'Armée populaire boricois, ou EPB. Son objectif principal était de transformer cet État libre américain en un pays communiste, ce qui allait à l'encontre de la volonté de la majorité des Portoricains. Ceux qui désiraient l'indépendance totale constituaient moins de 5% de la population de l'île. Ainsi donc, ceux qui étaient en accord avec les demandes des terroristes ne formaient en réalité qu'une très petite poignée de gens. Sur l'entête du papier à lettres se trouvait le surnom du groupe, les Macheteros. On appelle macheteros les hommes qui travaillent avec une machette. Ce sont les cols bleus de l'île.
Les terroristes disaient qu'ils les représentaient. Je crois qu'ils avaient choisi ce nom pour s'identifier aux travailleurs de Porto Rico, le peuple indigène qui a été contraint par la force à devenir coupeur de canne à sucre, entre autres choses. Le FBI et la police cherchèrent des pistes pendant 2 mois. Puis, en octobre 1979, les macheteros frappèrent de nouveau. Cette fois, les douanes américaines à San Juan. Une puissante bombe explosa. Heureusement, il n'y eut aucun blessé. En attaquant l'immeuble des douanes, on s'en prenait symboliquement au gouvernement américain en place à Porto Rico. Tout ce qui est importé dans l'île doit passer par ce bureau des douanes. Dans une lettre adressée aux médias, les macheteros revendiquèrent cet attentat terroriste. En réponse à ce crime, le FBI et la police intensifièrent leurs recherches. 1 mois et demi plus tard, à la base navale de Sabana Seca, près de San Juan, 18 employés de la marine, non armés, se trouvaient à bord de l'autobus qui les conduisait au travail. Un véhicule s'arrêta devant l'autobus et lui bloqua la route. Une camionnette arriva alors et les hommes à bord se mirent à tirer sur l'autobus avec des armes automatiques. Ils tiraient à la hauteur de la ligne noire que l'on voit sur les autobus scolaires, c'est-à-dire environ au niveau du plancher. Ainsi, les passagers qui essayaient de se protéger en se couchant par terre étaient touchés par des projectiles. Deux personnes furent tuées et 9 autres blessées. L'agent Hahn menait cette enquête. Cette attaque était très audacieuse et brutale et indiquait clairement jusqu'où les terroristes étaient prêts à aller. Ils avaient fait feu sur les fonctionnaires de l'île. C'était leur premier homicide planifié. Visiblement, les enjeux étaient devenus plus élevés pour nous. Les agents recueillirent les douilles de projectiles. Ils vérifièrent ensuite le numéro d'identification du véhicule abandonné pour constater qu'il avait été volé quelques mois plus tôt. Ils se mirent également à la recherche d'empreintes digitales et de fibres, mais n'en trouvèrent aucune. Les assaillants n'avaient laissé aucun indice. Les médias reçurent bientôt une lettre des macheteros revendiquant fièrement l'attentat. Au labo du FBI à San Juan, des experts analysèrent les douilles de projectiles et déterminèrent qu'elles provenaient principalement d'une mitraillette Thompson de calibre 45. Les autres provenaient d'une carabine de calibre 223. Les experts comparèrent les rainures caractéristiques sur ces douilles à celles de douilles utilisées pour d'autres crimes, mais ils ne purent établir de lien entre elles. Une fois de plus, les agents se retrouvaient dans l'impasse. Résolu à trouver les macheteros, le FBI fit venir des dizaines d'agents additionnels sur l'île. Grâce à ces effectifs, il serait possible de surveiller étroitement les militants qui pouvaient avoir des liens avec les macheteros. Ce n'était qu'en les surveillant, qu'en regardant leurs activités et en déterminant ce qu'ils faisaient sur une base quotidienne qu'on pourrait déterminer qui d'entre eux étaient des terroristes et qui se contentaient de militer. En l'absence de pistes intéressantes, le FBI décida de tenter une approche différente. Les agents essaieraient de déterminer comment les terroristes finançaient leurs activités. Ils tombèrent alors sur une piste prometteuse, une vague récente de vols de fourgons blindés. Les voleurs étaient bien organisés et ils avaient des armes puissantes. Ils s'emparaient de l'argent et disparaissaient sans laisser d'indices. Voici l'agent spécial Fernando Candelario. On trouvait des véhicules abandonnés et l'on tentait d'en retrouver les propriétaires. Chaque fois, on découvrait que le véhicule était immatriculé sous un faux nom et l'enquête s'enlisait. Les agents soupçonnaient les macheteros d'être les auteurs de ces vols, mais les crimes eux-mêmes ne fournissaient guère d'indices. Quelques mois plus tard, les macheteros envoyèrent une nouvelle lettre aux médias revendiquant la responsabilité d'un vol de 300 000 $. Les agents les soupçonnaient d'en avoir commis plusieurs autres. Grâce à des informateurs, on apprit que les macheteros étaient menés par Filiberto Ojeda, un terroriste portoricain très connu. Pendant les années 60, Ojeda était allé à Cuba pour y subir un entraînement d'agents communistes. Il était revenu à Porto Rico et avait été arrêté en 1970 après avoir posé des bombes dans des hôtels. Il ne s'était jamais présenté en cour et vivait en fugitif depuis. Le FBI le cherchait depuis 10 ans.
Selon nous, c'était le genre d'individu qui était capable de mettre sur pied une organisation comme celle des Macheteros. Si Ojeda était à la tête de ce mouvement, cela pouvait expliquer leur redoutable efficacité et leur discipline. Le FBI resserra la surveillance des militants soupçonnés d'avoir des liens avec Ojeda. 8 mois plus tard, alors qu'il s'apprêtait à commencer une mission de surveillance, l'agent Candelario entendit à la radio que des avions de combat à réaction avaient explosé à la base aérienne nationale de Porto Rico. Il se dirigea aussitôt vers la base et fut ébranlé par ce qu'il y vit. On dirait une zone de guerre. Certains agents qui étaient des vétérans du Vietnam m'ont dit à quel point ça leur rappelait une zone de combat. Les explosions avaient détruit 9 avions de combat à réaction et rendu 2 autres appareils inutilisables. Les dommages furent évalués à 45 millions de dollars. Par miracle, il n'y eut aucune victime. Les agents fouillèrent la base à la recherche d'indices. Ils trouvèrent alors une machette sur laquelle étaient peintes les lettres EPB, l'abréviation du nom officiel des Macheteros. Les agents en déduisirent que le mouvement avait laissé cette machette en guise de carte de visite pour narguer le FBI. On découvrit bientôt que des bombes tuyaux avaient été placées dans les entrées d'air des avions, les tuyaux d'échappement et les trains d'atterrissage. Les experts étudièrent les pièces constituant les bombes, mais ne trouvèrent aucun indice. On a interrogé tous les membres de la Garde nationale pour tenter de découvrir si l'un d'eux ne faisait pas partie des Macheteros. Les enquêteurs conclurent bientôt que personne sur la base n'avait aidé les terroristes. Pour les agents, il s'agissait d'une autre impasse. Pendant plusieurs années, on n'a pu que recueillir des indices sur les Macheteros, mais on n'arrivait pas à infiltrer l'organisation. Quelques jours plus tard, des marins du USS Pensacola vinrent visiter les sites touristiques de San Juan. Alors qu'ils s'apprêtaient à traverser un pont, des projectiles atteignirent 4 marins. L'un d'entre eux fut tué et les 3 autres furent gravement blessés. Lors d'un appel à une station radio, les Macheteros revendiquèrent ce crime. Quand je suis arrivé sur les lieux, le jeune marin était toujours étendu par terre. Ma première réaction a été de penser à ses parents. Il était à Porto Rico, il ne portait aucune arme et n'avait rien à voir avec la situation politique de l'île. Malheureusement, comme il faisait partie de la marine américaine, il était la cible qu'avaient choisi les Macheteros. C'était une tragédie. Au labo du FBI, un expert examina les marques caractéristiques sur les douilles vides. On a déterminé que l'arme utilisée était la mitraillette de calibre 45 utilisée lors de l'attentat de Sabana Seca. Les agents avaient relié l'arme à au moins 2 attaques, mais ils n'avaient pas encore réussi à identifier un seul des membres des Macheteros. La veille de l'Halloween, à 19h45, un événement allait définitivement changer l'attitude du FBI envers les Macheteros. Une puissante explosion secoua le bureau du FBI. L'agent spécial José Rodriguez. Le bruit de l'explosion a été si fort qu'on pensait que la bombe se trouvait dans l'immeuble. Comme je suis spécialiste en explosifs, j'ai été l'une des premières personnes appelées. En examinant les lieux, l'agent Rodriguez remarqua que la vitre d'une des fenêtres avait explosé vers l'intérieur et non le contraire. Cela signifiait que la détonation avait eu lieu à l'extérieur. Il chercha des indices près de l'immeuble. J'ai commencé à regarder autour et j'ai trouvé dans l'aire de stationnement arrière le dessus du moteur d'une roquette dont les ailettes étaient encore intactes. Il reconnut cette pièce. Elle faisait partie d'une mine anti-char légère. L'agent Rodriguez constata alors que le numéro de série de la pièce était intact et qu'il serait par conséquent possible d'en retracer l'origine. Comme la portée d'une mine anti-char légère n'est que de 350 mètres, elle avait été tirée dans les parages. Les agents interrogèrent toutes les personnes qui se trouvaient dans le secteur immédiat de l'immeuble. Une femme déclara avoir vu les assaillants. Une femme a déclaré avoir aperçu un homme sur son terrain. Elle est sortie
et il lui a ordonné de rentrer dans sa maison. Il a alors placé la roquette anti-char sur son épaule et il l'a lancée vers l'immeuble. La femme ajouta que l'homme s'était enfui à bord d'une Jeep suivi par une voiture. Elle décrivit les deux véhicules aux agents. Ceux-ci se mirent à leur recherche dans les quartiers voisins. Le FBI les retrouva rapidement, non loin de la scène de l'attentat. Les gens du quartier nous ont dit qu'ils avaient vu des hommes abandonner un des véhicules. Quelqu'un en était descendu et il avait essuyé la portière, comme pour en effacer les empreintes digitales, ce qui rendait ce véhicule fort suspect à nos yeux. Pendant qu'ils interrogeaient les témoins, les agents apprirent par les médias que les macheteros revendiquaient la responsabilité de cet attentat. C'était une affaire qui nous touchait personnellement parce que c'était la première fois que les macheteros attaquaient directement le FBI. Il nous fallait absolument résoudre cette affaire et faire inculper les membres des macheteros. Pour ce faire, les agents devraient trouver un moyen d'infiltrer leur monde secret. L'organisation terroriste de Porto Rico, connue sous le nom de Macheteros, avait attaqué le FBI à l'entrée même de ses bureaux à San Juan. Les agents travailleraient désormais sans relâche pour retrouver les auteurs de cet attentat. Le FBI demanda à l'armée américaine de remonter la piste du numéro de série d'une mine anti-char, comme nous le raconte l'agent spécial José Rodriguez du FBI. En d'autres mots, d'où venait-elle? Comment les macheteros avaient-ils pu mettre la main sur une roquette anti-char de fabrication américaine? L'armée a fait un travail remarquable. Selon les militaires, il s'agissait de roquettes laissées au Vietnam après le retrait des troupes américaines. Au cours de nos recherches, on a ensuite découvert qu'à un certain moment, un navire avait transporté une importante quantité d'armes de fabrication américaine depuis le Nord-Vietnam jusqu'à Cuba. On croyait que c'était là que les macheteros avaient obtenu cette mine. Dans le garage du FBI, les agents fouillèrent les deux véhicules soupçonnés d'avoir servi à commettre l'attaque à la roquette. Les numéros de série et ceux des plaques ne fournirent pas de pistes importantes et l'on ne trouva aucune empreinte digitale. Les agents se mirent ensuite à la recherche d'indices et d'empreintes qui auraient pu être laissés dans des recoins lors de travaux de réparation. L'agent spécial Fernando Candelario. On a décidé de ne rien laisser au hasard et de tout faire pour relever le moindre indice dans ce véhicule. Sous le panneau d'une portière, les agents trouvèrent une empreinte digitale. Voici l'agent spécial Marlene Hunter du FBI. Le fait qu'on ait réussi à recueillir cette empreinte était très excitant. Ça a été un gros coup de chance pour nous. Le FBI trouva ensuite l'identité de l'extrémiste qui avait laissé l'empreinte, Avelino González. Cette empreinte ne suffirait toutefois pas à le faire inculper. Le FBI eut l'idée de le faire surveiller, mais on craignait que cela ne monopolise trop d'effectifs. Le suspect allait certainement créer le moins de remous possible après l'attentat. Il faut compter une équipe d'environ 6 personnes au minimum qui conduisent chacune leur voiture pour que ça vaille la peine. Bien entendu, ça demande beaucoup de ressources. Une des techniques d'enquête qu'on a considérées était la surveillance électronique. Mais qui allions-nous surveiller au juste? Devions-nous mettre des micros chez Avelino ou chez un sujet plus prometteur? Dans le garage, les agents commencèrent à démonter la Jeep qui avait servi, selon eux, au transport de la roquette anti-char. Dans une pochette de la portière côté conducteur, un agent fit alors une découverte importante. Il fait si humide à Porto Rico que si vous laissez des documents traîner, ils deviennent tout collants. Dans une pochette en vinyle, on a trouvé un bout de contravention. La partie déchirée du document contenait le numéro de la contravention. On a eu de la chance de trouver la portion du document contenant le numéro. À la régie des véhicules de Porto Rico, l'agent Candelario effectua quelques recherches et trouva l'original de la contravention faite à l'attention d'un certain Pedro Ramírez Cesara Almodóvar, dont la voiture n'avait pas été inspectée comme prévu. Il nota l'adresse personnelle d'Almodóvar et obtint une copie de la photo figurant sur son permis de conduire. L'agent Candelario avait passé plusieurs heures à surveiller les présumés membres des Macheteros, mais il ne reconnut pas cet homme.
Cette photo permettrait peut-être de résoudre toute l'affaire ou alors elle mènerait à une autre impasse. Au bureau du FBI de San Juan, les agents fouillèrent le passé de Pedro Almodóvar. On a tout fouillé, depuis les extraits de naissance jusqu'au relevé d'impôts. Les agents trouvèrent le dossier d'un individu dont le nom et la date de naissance correspondaient. Il avait obtenu cette identité en se servant du certificat de naissance d'un bébé mort. Il n'y avait donc pas d'adulte portant ce nom. Les agents se concentrèrent ensuite sur la photo. On a dû copier cette photo des milliers de fois. On l'a envoyée partout dans l'espoir que quelqu'un identifie ce type. Mais personne ne reconnut l'homme en question. L'agent Rodriguez se rendit alors à l'adresse indiquée sur le permis de conduire d'Almodóvar. Cette adresse le mena à une autre adresse où une femme avec un accent cubain répondit à la porte. Elle affirma qu'elle ne connaissait personne du nom de Pedro Almodóvar. J'ai alors sorti la photo de ma poche et je la lui ai montrée en lui demandant si elle connaissait cet homme. C'était comme si elle avait vu un fantôme. Elle a failli tomber en voyant cette photo, mais elle a dit « Non, non, je ne connais pas ce type ». Les agents étaient persuadés qu'elle mentait. Je savais qu'elle connaissait cet individu. De retour au bureau du FBI, les enquêteurs introduisirent le nom de la femme dans leur base de données pour savoir si elle ne serait pas une sympathisante du groupe terroriste. L'ordinateur indiqua alors qu'elle était parente par alliance avec Filiberto Ojeda, le présumé chef des Macheteros. Les agents croyaient maintenant que le type sur la photo était en fait Ojeda. On a comparé les photos de Filiberto Ojeda Ríos à Pedro Almodóvar et noté une ressemblance. Personne n'a toutefois pu affirmer qu'il s'agissait de lui. Les agents décidèrent de ne pas faire surveiller la femme d'origine cubaine. Les Macheteros étaient vraisemblablement au courant de leur visite et ils se tiendraient loin d'elle pendant quelques mois. Il serait plus intéressant de surveiller Avelino González, l'extrémiste dont on avait relevé l'empreinte digitale sur la voiture des terroristes. 2 mois s'étaient écoulés depuis l'attaque à la roquette et les agents croyaient que les terroristes se sentaient peut-être assez en sécurité pour recommencer à se rencontrer. L'équipe de surveillance déploya beaucoup d'efforts pour ne pas être identifiée. La consigne de l'équipe était « Ne vous faites pas démasquer. Si vous commencez à suivre un de ces types et que vous le perdez après 30 minutes, dites-vous que vous vous reprendrez le lendemain. » Après 2 semaines de surveillance, les agents virent González tourner en rond dans un parc de stationnement, apparemment pour savoir si quelqu'un le suivait. Ils essayaient de voir si on les surveillait. C'était un moment assez excitant, car on pouvait voir que ces 2 macheteros étaient assez rusés. Finalement, González se rangea pour faire monter un homme plus vieux que lui à bord. On a alors décidé de laisser tomber Avelino González pour nous concentrer sur ce dernier type et l'identifier. Les agents suivirent cet homme jusqu'à un appartement situé à 1 heure de San Juan. Les enquêteurs louèrent alors un appartement de l'autre côté de la rue pour le surveiller. Ils vérifièrent le nom de l'occupant et celui des enregistrements de sa voiture, mais découvrirent qu'il s'agissait de faux noms. On l'a surveillé pendant quelques jours. Il était à l'affût. Il utilisait des téléphones publics, mais il changeait de cabine téléphonique à chaque appel, même s'il en effectuait plusieurs le même soir. Pour identifier l'homme, les agents décidèrent d'obtenir ses empreintes digitales. Ils mirent au point une stratégie. La prochaine fois que le suspect ferait un appel, un agent du FBI attendrait qu'il soit parti pour aller couper le combiné. Même si le suspect remarquait le cordon coupé, les agents ne croyaient pas qu'il se méfierait. Il y avait beaucoup d'actes de vandalisme ici à Porto Rico et personne ne s'étonnerait de cela. Les experts du FBI qui examinèrent le combiné parvinrent à en relever les empreintes digitales. Le labo du FBI nous a contactés pour nous dire que les empreintes digitales trouvées sur le téléphone étaient celles de Filiberto Ojeda. Le FBI venait de trouver le présumé chef des Macheteros.
C'était comme si Noël était arrivé plus tôt que prévu. On avait pu confirmer tous nos soupçons. On a alors mis la priorité sur cette enquête du FBI. Les agents auraient pu arrêter Ojeda pour ne pas s'être présentés en cours, mais ils choisirent plutôt de continuer à le surveiller afin d'identifier d'autres membres des Macheteros. Le FBI voulait démanteler toute l'organisation et ramener enfin la paix dans l'île. Un groupe terroriste de Porto Rico connu sous le nom des Macheteros menait une guerre meurtrière pour obtenir l'indépendance de l'île et avait attaqué des policiers, des militaires américains et l'immeuble abritant le bureau du FBI. Même s'ils disaient souhaiter la libération de l'île de la domination américaine, moins de 5% de la population portoricaine soutenait leur cause. Après quelques mois à surveiller étroitement les membres présumés des Macheteros, les agents identifièrent le chef de l'organisation, Filiberto Ojeda, qui était recherché depuis plus de 10 ans. Le FBI continua ses opérations de surveillance pour identifier d'autres membres du groupe afin de les poursuivre en justice. Un mois après avoir identifié le chef de l'organisation, les agents eurent un coup de chance inattendu à un immeuble de San Juan où des policiers furent dépêchés à la suite d'un vol. Quelqu'un était entré par effraction et avait fouillé un étage complet. Dans un des bureaux, les policiers trouvèrent des documents suspects qui semblaient provenir d'une organisation terroriste. Ils appelèrent le FBI. Les agents fouillèrent tous les classeurs qui se trouvaient dans le bureau. L'agent spécial Marlin Hunter du FBI n'en croyait pas ses yeux. Assez vite, il est devenu évident que c'était l'endroit où les Macheteros conservaient toutes leurs archives. Non seulement ils y conservaient des archives pour des raisons historiques, mais il y avait aussi des documents sur des attentats qu'ils prévoyaient commettre. Une autre chose intéressante qu'on a trouvée, c'était les procès-verbaux de leur réunion depuis leur formation en 1976. C'était une vraie mine d'or. L'agent Hunter découvrit alors avec horreur que les terroristes avaient recueilli des informations personnelles sur plusieurs agents du FBI. Il y avait des dossiers avec des noms d'agents du FBI et ceux de leurs proches, ainsi que les noms des écoles que fréquentaient leurs enfants. D'autres documents contenaient des descriptions des activités des terroristes, mais les noms des endroits et des gens visés étaient codés. Le FBI réquisitionna ces dossiers à titre d'indice et essaya de déchiffrer les codes. Grâce aux indices recueillis jusque-là, le FBI put obtenir l'autorisation d'un juge d'enregistrer les conversations téléphoniques de Filiberto Ojeda, le présumé leader des Macheteros, effectuées depuis des téléphones publics. Comme dans leurs documents, les membres de l'organisation utilisaient des noms de code quand ils se parlaient au téléphone. L'agent spécial Fernando Candelario du FBI. On a souvent entendu le nom de code Aguila et Aguila Blanca lors de ces enregistrements. Comme ces conversations étaient plutôt vagues, on ne parvenait pas vraiment à savoir ce que ces noms signifiaient. Aguila veut dire aigle et Aguila Blanca signifie aigle blanc. Les agents croyaient que le terme Aguila se référait à un individu et que Aguila Blanca était l'opération menée par cette personne. Dès qu'Ojeda fixait un rendez-vous avec l'un de ses interlocuteurs, les agents se rendaient sur place dans l'espoir de découvrir l'identité de cet individu. Quand c'était possible, les agents prenaient un objet touché par cette personne et l'envoyaient au labo pour analyse. Ils se servaient ensuite des empreintes digitales obtenues et des opérations de surveillance pour déchiffrer les codes et déterminer l'identité des membres de l'organisation. L'agent Hunter était responsable de cet aspect de l'enquête. J'adorais les puzzles quand j'étais enfant. Et pour moi, il s'agissait d'un gigantesque puzzle. On disposait de plusieurs noms de code et l'on a pu les relier à des vrais noms en associant les divers éléments ensemble, comme les rapports de surveillance, les rapports d'écoute électronique et les rapports d'enquête. Le FBI identifia d'autres membres des Macheteros un par un. Les agents se servirent de ces nouvelles informations pour obtenir la permission de cacher un microphone dans l'appartement d'Ojeda. Quand les agents virent celui-ci quitter les lieux un soir, ils en profitèrent pour entrer et cacher le micro. Ils constatèrent alors que sa porte était partiellement ouverte. C'était une tactique très habile. Pour se protéger de nous, ils laissaient leur porte légèrement entrebâillée et ils mesuraient l'espace entre la porte et le chambranle. Ainsi, si un agent venait cacher un micro dans leur résidence, il saurait que quelqu'un était venu.
Les agents prirent soin de remettre la porte dans la même position pour éviter qu'Orreda ne se doute de quelque chose. On ne voulait pas qu'il s'enfuit. On craignait que s'il partait, on ne le retrouverait jamais. Au bureau du FBI, l'agent Hunter tentait toujours de déchiffrer la liste des noms et des numéros de téléphone trouvés dans les archives des macheteros. Les agents croyaient que les numéros de téléphone avaient été codés à l'aide d'une formule mathématique. Si le FBI parvenait à trouver cette formule, on disposerait des numéros de téléphone de tous les macheteros. Les agents obtinrent un numéro de téléphone réel lorsqu'ils entendirent Orreda appeler un homme par son nom de code. L'agent Hunter compara ce numéro de téléphone réel au numéro de téléphone codé du même suspect pour tenter de découvrir la formule utilisée. J'ai examiné les chiffres, mais ce n'était pas un code simple. Ce n'était pas un système où l'on ne fait qu'ajouter 2 à tous les chiffres ou soustraire 1. Sa détermination porta fruit. L'agent Hunter découvrit la formule et annonça la nouvelle à ses collègues. Je suis allé les voir en leur disant « Vous ne me croirez pas. Je viens de trouver la formule utilisée. » Ils étaient tous heureux. Une fois qu'on eut obtenu les vrais noms des membres du groupe et mis des micros en place, le FBI put entendre les macheteros se disputer sur des questions d'argent. L'agent spécial José Rodriguez du FBI. Orreda voulait utiliser l'argent pour promouvoir la cause de l'organisation et établir de meilleures relations avec des Cubains à Cuba. Je crois qu'ils ont envoyé quelques 2 200 000 $ aux Cubains pour leur montrer leur bonne foi. Les agents se demandaient comment les macheteros avaient pu mettre la main sur autant d'argent. Ils se disputaient à propos d'une somme de 6 800 000 $. On se demandait où ils avaient trouvé cet argent. Les agents additionnèrent les sommes volées depuis peu dans les banques de Porto Rico et les vols de fourgons blindés, mais le total était loin de se chiffrer à 6 800 000 $. Ils envoyèrent alors un message urgent à tous les bureaux du FBI demandant si l'un d'eux enquêtait sur un vol de plusieurs millions de dollars. Ils obtinrent une réponse de Hartford, au Connecticut. Un an plus tôt, un gardien d'une entreprise de fourgons blindés avait drogué ses collègues et s'était enfui avec la somme de 7 200 000 $. Les agents de San Juan notèrent que l'auteur de ce vol spectaculaire était portoricain. Ils croyaient que cette affaire surnommée Big Sleep était l'opération que les macheteros appelaient Aguila Blanca. On a décidé de relire les transcriptions des enregistrements où il mentionnait les mots Aguila et Aguila Blanca. En sachant qu'il s'agissait du vol du fourgon blindé, tout se tenait maintenant. Les macheteros avaient commis ce vol, mais ils n'en avaient pas encore revendiqué la responsabilité. Il ne s'agissait plus d'une enquête portant uniquement sur l'attaque à la roquette de notre immeuble. Ce groupe était allé aux États-Unis pour y voler 7 millions de $, ce qui, à l'époque, représentait le 2e vol le plus important jamais commis aux États-Unis. Les procureurs avisèrent le FBI qu'ils préféreraient poursuivre les macheteros au Connecticut pour le vol du fourgon. Ils craignaient de ne pas pouvoir remporter leur cause à Porto Rico en raison de la peur des jurés. Il serait difficile de trouver des jurés prêts à déclarer un membre des macheteros coupable dans l'éventualité où l'on ait des preuves formelles. Encore aujourd'hui, lorsqu'on mentionne le nom des macheteros, les gens ont peur. Le FBI décida de poursuivre les opérations de surveillance pour recueillir assez d'indices pour pouvoir inculper les macheteros du vol du fourgon. Mais avant que le FBI n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit, Orreda disparut soudainement. Les agents craignaient que ce dernier n'ait découvert qu'il était surveillé. Il faudrait trouver des indices ailleurs. Le FBI décida de se concentrer sur quelqu'un d'autre, Juan Segarra, le bras droit d'Orreda. Juan Segarra Palmer était un membre très actif du groupe. Je dirais que c'était lui qui mettait les opérations en branle. C'était le cerveau de l'organisation. Le FBI avait caché un micro dans la maison de Segarra, mais il ne fonctionnait plus. Les agents surveillèrent de près Segarra et sa famille. Un jour qu'ils quittaient la maison tous ensemble, les agents entrèrent pour réparer le micro en laissant la porte déverrouillée. Après avoir réparé le micro, ils se préparaient à partir quand l'agent Candelario reçut un message urgent. On m'a annoncé dans mon oreillette qu'une voiture verte s'approchait de la maison. C'était le pilote de l'avion qui nous annonçait cela.
Un avion du FBI avait identifié le véhicule d'un membre connu des Macheteros. L'homme se gara devant la maison et remarqua que la porte était déverrouillée. Quand on a su qu'il s'apprêtait à entrer, on s'est caché dans une chambre à coucher. Un de mes collègues et moi-même sommes entrés dans le placard, mais celui-ci n'avait pas de porte. Les agents savaient que les Macheteros étaient presque toujours armés. Ils entendirent des bruits de pas qui se rapprochaient. Si le terroriste entrait dans la chambre, la confrontation qui s'ensuivrait pourrait être mortelle. Les agents avaient réparé un microphone dans la maison de Juan Segarra, un présumé membre des Macheteros. Mais au moment où ils terminaient leur besogne, un terroriste entra dans la maison. L'agent spécial Fernando Candelario et son collègue se cachèrent alors dans un placard, prêts à faire feu. C'était à l'évidence un membre des Macheteros, une dangereuse organisation terroriste qui venait dans cette maison secrète pour la protéger. On ignorait s'il allait se rapprocher de nous, une arme à la main. Je dois admettre qu'on avait très peur. On l'entendait parler. Il disait « Y a-t-il quelqu'un » Le terroriste s'apprêtait à entrer dans la chambre. Le placard n'avait pas de porte, on était dans un endroit ouvert. Tout ce que ce type avait à faire, c'était d'entrer, de regarder vers sa gauche et il nous verrait. Je ne sais pas ce qui serait alors arrivé. S'il nous avait attaqués, on n'aurait pas eu le choix, on aurait été forcé de lui tirer dessus. Mais l'homme partit alors. Pendant que le terroriste se trouvait devant la maison, les agents en profitèrent pour s'enfuir par derrière. Plus tard, les agents écoutèrent avec inquiétude l'homme raconter à Juan Segarra ce qui était arrivé. Les terroristes se mirent à fouiller la maison. S'ils trouvaient le microphone, cela réduirait à néant plusieurs années de travail acharné. L'agent spécial José Rodriguez du FBI. Qu'est-ce qui arrivera à l'enquête? Est-ce que tout serait fichu? Est-ce que ces types disparaîtraient alors à tout jamais? Par bonheur, les terroristes ne trouvèrent pas le microphone. On les a entendus parler de l'incident. Ils ignoraient si c'était le FBI ou pas. Ça aurait pu être un cambrioleur. Les agents surveillaient Segarra le soir lorsqu'il sortait faire des appels téléphoniques, laissant sa femme et ses enfants à la maison. Ils apprirent qu'il appelait sa maîtresse à Boston pour lui parler de blanchiment d'argent. Cette femme jouait un rôle important au sein de l'organisation. Elle cachait de l'argent pour Segarra. Elle changeait également des billets vraisemblablement volés pour des billets propres à Boston. Les agents venaient d'identifier les auteurs du vol du fourgon blindé. Ils demandèrent l'autorisation de mettre la ligne de la femme sur écoute. Avec de nouveaux indices en main sur Segarra, les agents purent commencer à planifier la fin du match, c'est-à-dire le démantèlement des Macheteros. Ils comptaient procéder à l'arrestation de tous les membres simultanément. On voulait éviter que l'un d'eux en appelle un autre et qu'il lui dise qu'il faisait l'objet d'une arrestation. On voulait absolument des arrestations simultanées. Lors des arrestations, les agents voulaient également qu'on effectue des fouilles dans pas moins de 30 endroits différents de l'île. Pour mener à bien cette opération, le FBI avait besoin de près de 300 agents. Mais le FBI dut suspendre ses opérations lorsque le numéro 2 des Macheteros partit soudainement pour le Mexique. Juan Segarra Palmer était un acteur important dans cette affaire. Plusieurs preuves de sa culpabilité démontraient également la culpabilité d'autres membres. On avait besoin de lui au procès. Des centaines d'agents attendirent le retour de Segarra en territoire américain. Grâce à l'écoute de la ligne téléphonique de sa maîtresse, les enquêteurs apprirent qu'il comptait rentrer bientôt. Ce fut une semaine tendue. Finalement, Segarra laissa un message à sa maîtresse sur son répondeur. Il lui a dit qu'il se trouvait à Dallas et lui a donné le numéro de téléphone où elle pourrait le rejoindre. Le FBI se servit d'un annuaire par numéro pour découvrir que l'appel provenait d'un téléphone public de l'aéroport Fort Worth de Dallas. Les agents du FBI de Dallas trouvèrent Segarra près du téléphone, attendant l'appel de sa maîtresse. Ils prévoyaient l'arrêter au même moment que les autres membres de l'organisation. À Porto Rico, des agents se mirent en position pour effectuer des raids dans une douzaine d'endroits différents simultanément. C'est à ce moment-là que l'adrénaline a commencé à faire effet. C'était le point culminant de plusieurs années de travail acharné de la part de plusieurs agents. À l'appartement de Filiberto Ojeda, le chef des Macheteros,
des unités SWAT et des membres de l'unité d'élite du FBI cernèrent l'immeuble et ils ordonnèrent à Ojeda de sortir et de se rendre. Ils l'appelaient par son nom. Ils lui ont dit qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Ils lui ont demandé de se rendre. Comme Ojeda ne répondait pas, l'unité SWAT décida de prendre l'appartement d'assaut. Il y a alors eu des coups de feu dans la cage d'escalier. Un des projectiles a ricoché sur le mur avant d'atteindre le chef de l'unité à un œil. Après avoir mis le blessé en sécurité, les agents du FBI continuèrent de presser le terroriste de se rendre. Il a commencé à descendre l'escalier. Quand on l'a vu, il avait un Uzi en bandoulière sur l'épaule droite et l'on ne pouvait pas voir sa main gauche car elle était le long de son pantalon. Le chef terroriste Filiberto Ojeda continuait de descendre lentement l'escalier. Pendant qu'il descendait, il a soulevé la main gauche. Un membre de l'unité a alors vu qu'il avait un pistolet semi-automatique. Il lui a crié de laisser tomber son arme. Quand il a vu qu'il n'obéissait pas, il a tiré à 2 reprises. Ojeda s'est alors replié sur lui-même et le membre de l'unité a pensé qu'il l'avait touché à la poitrine. Le projectile avait en fait touché l'arme d'Ojeda. Même si celui-ci n'était pas blessé, il se rendit. À Dallas, Juan Segarra fut arrêté sans encombre. L'agent spécial Fernando Candelario du FBI escorta Ojeda jusqu'à la prison. Je lui ai dit, je suis portoricain et j'ai autant le droit de vivre sur l'île que vous. Et il m'a répondu, oui, mais vous êtes l'ennemi. Et si je dois vous tuer, je le ferai. Au cours des 3 années suivantes, les avocats d'Ojeda firent tout ce qu'ils purent pour retarder le procès. L'affaire a été reportée et reportée et reportée encore par la défense qui présentait requête sur requête. Ojeda est resté pendant 36 mois en prison à cause de toutes ces requêtes. Après plusieurs mois de disputes juridiques, les avocats d'Ojeda déclarèrent que leur client devait être mis en liberté sous caution parce que son droit à un procès rapide n'avait pas été respecté. Cette requête se rendit jusqu'à la Cour suprême des États-Unis qui détermina qu'Ojeda devait être libéré dans l'attente de son procès. Malgré les protestations du FBI, Ojeda fut remis en liberté. Il portait un bracelet électronique. On savait bien que ça ne donnerait rien. Il n'était plus sous notre responsabilité à ce stade-là. Il était sous celle des services d'intervention préalables au procès. Dans l'attente de son procès, Ojeda donna plusieurs conférences pour tenter de rallier des sympathisants à la cause des macheteros. Il pouvait se vanter à propos des macheteros. Il n'était plus en mode secret. Il parlait ouvertement de l'organisation. Pendant que les avocats d'Ojeda repoussaient le procès, 4 autres membres des macheteros, notamment Juan Segarra, furent inculpés du vol du fourgon blindé à Hartford, au Connecticut. 1 an après la remise en liberté sous caution d'Ojeda, celui-ci fit une déclaration spectaculaire aux médias et il coupa son bracelet électronique. Il disparut dans les montagnes avec l'intention de continuer son combat et de transformer l'île de Porto Rico en dictature communiste. 2 ans plus tard, la Cour fédérale fit inculper Ojeda in absentia de complot et d'avoir participé au vol du fourgon blindé. 14 des principaux membres des macheteros furent reconnus coupables des mêmes accusations. Ojeda, lui, était toujours introuvable. Mais l'agent spécial Fernando Candelario du FBI était convaincu qu'il finirait par purger sa peine. J'étais confiant qu'il serait arrêté un jour, parce qu'on y était déjà parvenu. Et comme on le dit souvent, on parvient toujours à mettre la main au collet de ces types. Je croyais que le temps jouerait en notre faveur. En septembre 2005, le FBI a fini par localiser Ojeda. Il a été abattu après avoir fait feu sur les agents. Le règne de violence des macheteros a enfin pris fin. Pour capturer ces types, il faut qu'on soit aussi dévoués qu'ils le sont à leur cause. Ces types étaient des macheteros 24 heures par jour. Les procès ont également permis de faire la lumière sur les macheteros. Ces types ne voulaient pas l'indépendance de Porto Rico. Ils voulaient bien plus que ça. Ils souhaitaient convertir Porto Rico en un autre Cuba.
Aujourd'hui, par le biais d'élections démocratiques, le peuple de Porto Rico peut toujours décider s'il veut que l'île demeure un Commonwealth, qu'elle devienne un État américain ou qu'elle devienne pleinement indépendante. Grâce au FBI, le peuple portoricain est encore libre de choisir son propre destin.